Le 6 août 2024, l'incursion surprise de l'Ukraine dans l'oblast de Koursk, en Russie, a captivé l'attention mondiale. Les analystes militaires doutèrent de l'opération et de son efficacité. Comment l'Ukraine pouvait-elle mener des opérations en Russie alors qu'elle peinait déjà à défendre son territoire ? Personne n'avait prévu que cette manœuvre révélerait l'un des plus grands échecs militaires de la doctrine et de la logistique russe. L'invasion de Koursk, qui a duré environ 7 mois, a entraîné plus de pertes russes que presque n'importe quelle autre offensive ukrainienne de la guerre. Ce qui rend l'invasion non seulement improbable, mais aussi incroyablement réussie. Alors, plongeons-nous dans l'invasion de Koursk et découvrons pourquoi elle en a été si réussie, et ce qu'elle signifiait dans le contexte plus large de la guerre en Ukraine. La létalité de la campagne se mesure simplement aux chiffres. 1 an plus tard, les statistiques viennent directement du commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrski, après l'incursion de Koursk, et elles sont effrayantes. Syrski a affirmé que plus de 77 000 soldats russes, dont environ 4 000 nord-coréens, ont été tués ou blessés à Koursk. Nous en discuterons un peu plus en détail plus tard. Pour mettre ce carnage en perspective, cela représente plus de pertes russes que ce que la Russie a subi pendant toute la première guerre de Tchétchénie. Cela s'est produit dans une région que la Russie devait contrôler. Mais le bilan humain ne dit pas tout. Les forces ukrainiennes ont systématiquement réduit la capacité militaire russe dans la région, avec 7236 équipements militaires russes endommagés ou détruits selon le rapport. Les détails évoquent un désastre pour l'approvisionnement militaire. 211 chars, 1083 véhicules blindés, 907 systèmes d'artillerie, ainsi que 3 hélicoptères et un avion abattu. Chaque équipement détruit représente des centaines de milliers, voire des millions de dollars et des mois de production que la Russie ne peut remplacer assez vite. L'opération a débuté avec les forces spéciales ukrainiennes, donnant une véritable leçon de tromperie militaire. À partir du 4 août, de petits groupes de 6 soldats, chacun ont infiltré l'oblast de Koursk sous le couvert de l'obscurité, se cachant dans les forêts tout en menant des missions de reconnaissance. Cela allait s'avérer dévastateur pour les plans de défense russes. Ce n'était pas l'assaut massif prévu par la doctrine russe, mais une approche différente exploitant des failles dans la sécurité frontalière russe. Lorsque l'attaque principale a été lancée tôt le matin du 6 août, les forces ukrainiennes ont accompli ce que les experts militaires pensaient impossible. Il ne faudrait que quelques jours aux forces d'invasion pour percer les défenses russes, perturbant la logistique en profondeur sur le territoire ennemi. Et au sommet de l'opération, le contrôle, jusqu'à 1300 km² de territoire russe. La rapidité et la précision de cette avancée ont inquiété les planificateurs militaires russes. Tout leur concept de défense reposait sur des hypothèses qui étaient tout simplement fausses. La stratégie derrière l'incursion de Koursk apparaît clairement en analysant son timing et ses buts. L'été 2024 a été marqué par une invasion ratée des forces russes dans le nord, causant de lourdes pertes. Les renseignements ukrainiens avaient repéré des préparatifs russes pour une nouvelle offensive au nord de Kharkiv. Selon Syrski, Sumy était probablement ciblé, ce qui renforcerait la pression sur les défenses ukrainiennes dans le Donbass. Plutôt que d'attendre pour se défendre contre cette attaque, l'Ukraine a choisi de frapper de manière préventive, obligeant la Russie à adopter une posture réactive qui allait définir toute la campagne suivante. Cette décision a fondamentalement modifié l'équilibre stratégique sur l'ensemble du front. L'incursion a obligé la Russie à annuler son offensive sur Sumy, les troupes prévues étant redéployées pour défendre leur territoire. Plus important encore, la Russie a été contrainte de retirer des brigades des secteurs jugés non essentiels. Bien que cela n'ait pas entraîné une diminution notable des attaques sur le front principal dans le Donbass, cela allait néanmoins alourdir la logistique liée à l'invasion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a transféré 60 000 soldats du Donbass vers Koursk et ses environs, affaiblissant ainsi les offensives locales et offrant un répit aux troupes ukrainiennes. Mais la Russie ne pouvait pas simplement transférer des unités à Koursk depuis d'autres fronts sans créer de vulnérabilités ailleurs. Les forces ukrainiennes à Zaporizhia ont rapidement signalé moins de pression, alors que l'artillerie et l'infanterie russe quittèrent leur secteur. Encore plus spectaculaire, la Russie a été contrainte d'utiliser une partie de ses forces terrestres, provenant de l'enclave de l'oblast de Kaliningrad, affaiblissant ainsi sa posture défensive face à l'OTAN. Et cela montrait vraiment à quel point la situation était grave. Mais ce qui était peut-être le plus révélateur, c'était la réponse tardive de la Russie à l'incursion initiale. Le premier mois, les contre-attaques russes étaient sporadiques et mal coordonnées. Le commandement centralisé de Moscou n'a pas su s'adapter rapidement à cette situation inédite. Il a fallu 1 mois entier à la Russie pour organiser une contre-offensive significative, et même alors, les résultats étaient médiocres.
Les forces ukrainiennes n'ont été repoussées que 3 à 5 mois plus tard, après l'arrivée de troupes étrangères, pour renforcer les unités locales. Ce délai de réaction révèle les problèmes institutionnels qui affaiblissent le commandement militaire russe. La hiérarchie rigide des forces soviétiques, efficace pour les opérations planifiées, s'est avérée catastrophique face à des menaces adaptatives. Les commandants locaux manquèrent de l'autorité nécessaire pour prendre des décisions immédiates, tandis que le commandement central peinait à saisir l'ampleur de la crise qui se déroulait sur le sol russe. Les implications internationales de l'incursion de Koursk allèrent bien au-delà des gains tactiques immédiats. À cette époque, la guerre entre la Russie et l'Ukraine durait depuis environ 2 ans et demi, et les gouvernements occidentaux, ainsi que les planificateurs militaires, étaient de plus en plus inquiets de voir l'Ukraine perdre de son élan. L'usure du front, la supériorité numérique et la force industrielle militaire russe faisaient penser que l'issue de la guerre était déjà jouée. La Russie devait gagner avant la fin de l'année. Mais l'invasion ukrainienne du territoire russe a tout changé. L'invasion de Koursk a prouvé que les forces ukrainiennes possédaient non seulement une défense solide, mais aussi la stratégie et les compétences pour mener des offensives complexes en territoire ennemi. Cette démonstration de force a immédiatement renforcé le soutien politique occidental et l'aide militaire. L'un des aspects clés de l'incursion de Koursk fut sa planification et exécution sans consultation des alliés occidentaux. À l'entrée des premières troupes, responsables de l'OTAN et russes étaient déconcertés. Le succès de l'opération a vite remplacé le scepticisme par une confiance retrouvée dans le commandement militaire ukrainien. Influencer l'opinion publique occidentale était sans doute un objectif clé de l'invasion. Pendant la majeure partie de 2024, la couverture médiatique s'était concentrée sur les retraits ukrainiens, les gains territoriaux russes, même s'ils étaient modestes, et la nature épuisante de la guerre d'usure. Soudain, les gros titres montrèrent des chars ukrainiens entrant dans des villages russes et des soldats installant des centres d'aide humanitaire en Russie. Ce revirement spectaculaire a ravivé le soutien du public à la poursuite de l'aide, à un moment où les responsables politiques et les stratèges commençaient à souffrir de la lassitude de la guerre. Le changement dans le soutien militaire occidental est devenu immédiatement évident dans les semaines et les mois qui ont suivi l'incursion. La démonstration des capacités nationales de l'Ukraine a donné une couverture politique aux dirigeants hésitant à accroître leur soutien. Dans les mois suivants, l'Ukraine pourrait utiliser les armes occidentales à longue portée sur le sol russe, augmentant ainsi ses chances de viser des infrastructures et postes militaires russes. Plus important encore, l'opération de Koursk a ruiné la crédibilité des menaces nucléaires russes et des lignes rouges qui freinaient la politique occidentale depuis des années. Depuis le début de l'invasion, Vladimir Poutine menaçait sans cesse de représailles nucléaires si le territoire russe était attaqué avec des armes occidentales. Les dirigeants de l'OTAN ont pris ces menaces au sérieux, instaurant un réseau complexe de restrictions sur l'utilisation des armes fournies. La doctrine nucléaire russe, révisée plusieurs fois depuis 2022, précise qu'une attaque contre le territoire russe avec des armes occidentales, même non nucléaires, peut être vue comme un acte de guerre direct par l'OTAN. Vladimir Poutine et ses responsables ont averti à plusieurs reprises que franchir cette ligne rouge pourrait déclencher une réponse nucléaire immédiate qui dévasterait l'Europe et pourrait potentiellement mener à une guerre nucléaire mondiale. L'incursion a directement testé cette menace. Les forces ukrainiennes ne se contentaient pas de mener des raids frontaliers ou des frappes d'artillerie. Elles occupaient le territoire russe et établissaient une administration militaire sur des villes russes. Surtout, ils utilisaient des armes conventionnelles de l'OTAN. Ils n'ont toutefois pas employé les missiles High Mobility Artillery Rocket System et Army Tactical Missile System. Mais de nombreux chars occidentaux et véhicules de couillot de soutien ont traversé les rues des villages de Koursk lorsque l'Ukraine s'est avancée pour les capturer. Et pourtant, aucune réponse nucléaire n'est venue. Les menaces de Poutine se sont révélées être une simple rhétorique vide, conçue uniquement pour limiter le soutien occidental. Cela a donc soulevé la question. Quelles autres parties de la rhétorique de Poutine étirent du vent ? Si Poutine n'avait pas utilisé d'armes nucléaires, alors que des chars étrangers occupaient littéralement le territoire russe, alors ces menaces concernant d'autres scénarios manquèrent de crédibilité. La perte de crédibilité de la ligne rouge de Poutine a entraîné des répercussions sur les politiques d'armement occidentales. En novembre 2024, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser les missiles Atacam contre la Russie, en réponse à l'implication militaire nord-coréenne à Koursk. Cette décision, inimaginable il y a peu, est devenue courante quand les dirigeants occidentaux ont compris que les menaces d'escalade de Poutine visaient surtout à dissuader, pas à refléter une doctrine réelle. Les missiles Storm Shadow britanniques ont permis aux Ukrainiens de détruire rapidement postes de commandement et dépôts russes dans tout l'oblast de Koursk.
Les armes fournies par l'Allemagne, auparavant interdites d'utilisation sur le sol russe, ont également commencé à apparaître de plus en plus fréquemment dans les opérations ukrainiennes. Cet effondrement de crédibilité a eu un impact dépassant le conflit à Koursk. Les planificateurs militaires occidentaux réalisent que prévenir une agression russe passe par la force et la détermination, non par l'apaisement ou le respect de lignes rouges imposées par la Russie. La remise en cause de l'intégrité territoriale, ligne rouge de Vladimir Poutine, est devenue un modèle pour gérer les futures menaces russes. Pour comprendre pourquoi Koursk a été choisi, il faut analyser la gestion de l'armée permanente russe. En se concentrant sur des opérations offensives dans l'est et le sud de l'Ukraine, l'armée russe a été contrainte de dépouiller systématiquement les régions frontalières de ses unités militaires professionnelles, c'est-à-dire ceux qui ont signé un contrat pour recevoir un salaire pour leur travail. Ils ont été remplacés par des conscrits informés à la hâte et des forces de défense territoriale. La Russie pensait peut-être que les conscrits suffiraient à dissuader une invasion ou que l'Ukraine n'oserait jamais envahir la Russie. L'Ukraine a su saisir cette opportunité. Les forces ukrainiennes ont affronté des positions russes tenues par d'autres par des conscrits peu formés, mal équipés et sans leadership expérimenté pour des opérations défensives complexes. Nombre de ces soldats, enrôlés sans attendre de vrais combats, ont affronté des unités ukrainiennes aguerries par des années d'expérience. Le commandement centralisé de l'armée russe, adapté aux opérations conventionnelles, s'est avéré inadapté à l'incursion ukrainienne. Les conscrits, habitués à obéir à des ordres précis du commandement, se sont retrouvés sans directive claire lors de l'arrivée des forces ukrainiennes. Hors doctrine, les commandants locaux manquaient d'autorité et d'expérience pour ajuster la tactique en temps réel. Le résultat a été conforme aux attentes des planificateurs militaires ukrainiens. De nombreuses redditions de forces russes, peu enclines à mourir pour des positions mal défendues. Les forces ukrainiennes ont capturé 1018 prisonniers russes, dont beaucoup ont donné des renseignements précieux sur les défenses et la disposition des unités russes. De nombreux Russes capturés ont servi dans des échanges de prisonniers, permettant le retour de centaines de soldats ukrainiens, dont certains détenus depuis 2022. L'échange de prisonniers a renforcé l'intérêt stratégique de l'invasion de Koursk, permettant le retour des troupes ukrainiennes. Le désespoir russe à Koursk n'est apparu qu'après la décision inédite de Moscou d'importer des troupes nord-coréennes pour défendre son territoire. Le déploiement de la Corée du Nord a commencé en octobre 2024 avec environ 11 000 soi-disant forces spéciales d'élite, supposément les troupes les mieux entraînées de l'armée nord-coréenne. Ces unités représentaient un investissement important en matière de formation et d'équipement, selon les normes nord-coréennes, leur implication mettant soi-disant en avant l'importance stratégique de l'accord de défense russo-nord-coréen, signé moins de 6 mois auparavant, en juin 2024. Cependant, les troupes nord-coréennes se sont avérées désastreuses face aux Ukrainiens. 3 mois après leur arrivée à Koursk, près de 40% du contingent nord-coréen avaient été tués ou blessés. En temps passé au front, les forces nord-coréennes ont perdu environ 45 hommes par jour. Cela provenait de graves problèmes dans la formation et la doctrine tactique. Les forces nord-coréennes, pourtant d'élite dans leur armée, étaient totalement non préparées à la guerre moderne avec des drones. Leur entraînement reposait sur des tactiques dépassées de la guerre de Corée, axées sur les assauts d'infanterie et la guerre de position. C'était suicidaire face à l'avantage technologique ukrainien, surtout quand les drones s'approchaient des positions nord-coréennes. Les troupes étrangères opéraient par groupes de 3. Un soldat servait d'appât pour attirer le drone. Les autres tentaient de l'abattre avec des armes légères. Cette stratégie, tactiquement naïve, a entraîné de nombreuses pertes. Les opérateurs ukrainiens, surveillant les vidéos haute définition à distance, adaptaient aisément leur tactique à ces schémas défensifs prévisibles. Les barrières linguistiques entre Russes et Nord-Coréens ont compliqué la situation, exploitée sans pitié par le renseignement ukrainien. La coordination était quasi impossible. Les commandants russes de Powerforce ne pouvant transmettre d'instructions tactiques à des troupes ne parlant pas russe. Cette rupture de communication a entraîné de fréquents incidents de tirs amis et une confusion tactique que les forces nord-coréennes ont su exploiter à leur avantage. Les forces nord-coréennes, arrivées sans armes, ont dû utiliser du matériel russe obsolète. Les forces ukrainiennes, dotées d'imagerie thermique et de communications avancées occidentales, pouvaient attaquer les positions nord-coréennes hors de leur portée de riposte. Le plus dur pour les Nord-Coréens fut d'ignorer l'ampleur de la surveillance et du ciblage précis propres à la guerre moderne. Habitués à des environnements contrôlés et prévisibles,
les soldats nord-coréens se retrouvent surveillés en permanence par les drones ukrainiens et vulnérables à des frappes précises, éliminant des escouades entières sans préavis. En janvier 2025, 3 mois après leur arrivée à Koursk, la situation était si critique que les forces nord-coréennes ont été temporairement retirées du front. Les renseignements sud-coréens ont indiqué qu'ils n'avaient pas été vus dans des rôles de combat depuis des semaines, suscitant des spéculations sur l'échec de la coopération militaire étrangère. Mais en février, les soldats ont été redéployés après avoir suivi un nouvel entraînement, participant de nouveau au combat, avec des tactiques décrites comme tout aussi meurtrières qu'auparavant. Les conséquences de l'échec militaire nord-coréen à Koursk dépassent largement les résultats immédiats sur le champ de bataille. Pour la Russie, utiliser des troupes nord-coréennes était un aveu humiliant de faiblesse, sapant l'image de supériorité militaire construite par Poutine. Zelensky a noté que la Russie s'est humiliée en utilisant des troupes nord-coréennes pour éviter une pression accrue des forces ukrainiennes. La défense du sol russe par des troupes étrangères révélait le vide des affirmations de Poutine sur la puissance militaire et la souveraineté du pays. Cependant, l'Ukraine a fait bien plus qu'exploiter les faiblesses logistiques, humaines et les ressources dispersées de la Russie. Les avancées technologiques durant la guerre ont permis à l'invasion de Koursk de durer aussi longtemps. Des ingénieurs ukrainiens ont créé des systèmes de guerre électroniques qui brouillent les signaux de navigation russes, détournant ainsi les munitions guidées de leurs cibles. Ces systèmes améliorèrent les techniques de brouillage traditionnelles en envoyant de fausses données aux systèmes de guidage russes au lieu de seulement bloquer leurs signaux. De plus, l'intégration des capacités de reconnaissance, de ciblage et de frappe à longue portée dans des essaims de drones coordonnés a permis aux forces ukrainiennes de maintenir une surveillance constante des positions russes à Koursk. Cela expliquait en grande partie les difficultés de l'armée russe à reprendre ses villes et villages. La guerre psychologique lors de l'opération de Koursk était une tactique plutôt sous-estimée. Les forces ukrainiennes ont créé des centres d'aide humanitaire dans les villes russes occupées, offrant soins médicaux et produits essentiels aux civils, tout en prouvant leur respect du droit international humanitaire. Cette approche a contredit la propagande russe sur les forces nazies ukrainiennes, montrant le respect des Ukrainiens pour les civils. Cela montrait aussi un contraste marqué avec le comportement des forces russes dans les villes occupées. C'était une déclaration politique calculée, adressée aux Russes et au monde entier qui suivaient la guerre. Mais surtout, l'invasion de Koursk a montré comment la guerre se déroule quotidiennement via des publications et mises à jour constantes sur les réseaux sociaux et les médias. Les forces ukrainiennes ont permis aux médias internationaux d'accéder à leurs opérations en Russie, soulignant leurs compétences et la faiblesse russe. En examinant la situation stratégique globale après un an d'opération à Koursk, l'incursion représente un tournant fondamental, à la fois dans la guerre en Ukraine elle-même, mais aussi dans le concept plus large de conflit. La capacité de l'Ukraine à occuper un territoire russe, infliger de lourdes pertes et forcer un changement stratégique majeur montre les limites de la supériorité numérique et de la doctrine militaire classique. Le combat moderne repose sur l'innovation technologique, la flexibilité tactique, l'amélioration continue et l'adaptation des doctrines vers une approche ascendante. Certains analystes ont relevé de graves lacunes dans l'opération malgré ses succès. D'une part, la région de Koursk était reliée au reste de l'Ukraine via Soumy, avec une seule route suffisamment solide et fiable pour les véhicules d'avitaillement de ravitaillement militaire. Ce goulet d'étranglement était l'un des principaux problèmes logistiques non résolus par l'armée ukrainienne. De même, dépendre d'une seule route ou de conditions hors route pour ravitailler les soldats en territoire ennemi a fait perdre progressivement à l'Ukraine le contrôle du territoire. Cela est démontré par les pertes subies par l'Ukraine tout au long de l'incursion. Oryx, site néerlandais d'analyse du renseignement, indique que la Russie a perdu environ 740 équipements entre août 2024 et le 25 mars, contre 790 pour l'Ukraine sur la même période. Au début de 2025, les pertes touchaient nombre de manière disproportionnée l'Ukraine, rendant nécessaire un retrait structuré de la région pour éviter davantage de pertes. Cependant, l'Ukraine a tiré des leçons de cela. En mars 2025, l'Ukraine a de nouveau envahi le territoire russe, cette fois en ciblant la région voisine de Belgorod, qui avait auparavant été frappée par des missiles longue portée pour détruire des munitions, des dépôts et des postes militaires vitaux. L'invasion a eu lieu à travers des champs, un terrain plus adapté à l'infanterie mécanisée. Belgorod est aussi mieux relié par la route aux régions voisines, dont Koursk et l'Ukraine. L'Ukraine a ainsi pu mener des attaques en tenaille et utiliser ses forces aériennes pour pousser la Russie à se replier.
L'invasion visait surtout à détourner les forces russes, pour qu'elles ne se déplacent pas entre Koursk et le Donbass, ce qui a probablement fonctionné. Un an plus tard, les forces ukrainiennes contrôlent encore une petite zone de Koursk, environ 4 miles carrés. Ce poste avancé agit comme un tampon contre l'invasion russe de Soumy, région ukrainienne voisine de Koursk, et offre aux forces ukrainiennes un autre angle d'attaque et des frappes sur les régions proches. Et il a fallu à la Russie 70 000 personnes pour reprendre environ 500 miles carrés de son propre territoire. À ce rythme, la guerre en Ukraine pourrait devenir un cauchemar d'usure, rendant la stratégie à long terme plus cruciale. Les deux camps retranchés, les États-Unis, ancien acteur clé de la paix, tentent de se repositionner. La récente diplomatie de haut niveau, dont les échanges directs entre Donald Trump et Vladimir Poutine et un sommet trilatéral à venir, pourraient changer l'issue de la guerre. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur les invasions russes par l'Ukraine et leur lien avec Koursk, regardez cette vidéo. Pour suivre l'actualité géopolitique, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.